Bonjour. Maintenant que vous comprenez quelque chose à l'échelle et que vous savez quelle carte utiliser, nous allons voir les différents éléments d'une carte afin de réussir à comprendre ce qu'il y a dessus et donc à la lire. En vue de la masse d'informations, j'ai décidé de le faire en 2 vidéos. Celle-ci sera consacrée à la légende, la prochaine plus sur la compréhension et l'interprétation sur la carte. On va enfin pouvoir la déplier. Allez, faisons-le ensemble. Que voit-on sur une carte lorsqu'on la déplie ? On voit la zone cartographiée avec plein d'informations comme des villes ou villages, des couleurs, des lignes, etc. On remarque qu'elle est quadrillée de 2 couleurs, en noir, mais on ne va pas s'y intéresser, et en bleu. Ce quadrillage-là est très utile, c'est le quadrillage GPS qui permet de vous positionner via un GPS de façon très précise sur une carte. Il est aussi très utile pour donner sa position en cas de secours, par exemple. Et nous voyons aussi la légende, c'est finalement l'élément clé de la carte. Avant d'utiliser une carte, il faut être capable d'interpréter l'interaction des symboles et des couleurs qui la composent. La légende est à apprendre par cœur, afin d'éviter d'y revenir à chaque fois sur le terrain. La meilleure stratégie d'apprentissage est de se plonger dans la lecture d'une carte tout en comparant à la légende. C'est un peu rébarbatif, mais ça fonctionne. Dans cette vidéo, nous allons uniquement voir les connaissances de base qui vous seront utiles à une bonne lecture de cartes. Attention tout de même, on trouve dans le commerce 2 types de cartes à l'échelle qui nous intéressent. La série bleue 1/25 millième plus top 25 et les top 25 nouvelle génération. Bien entendu, pour simplifier le tout, les légendes ont quelques subtiles différences. Dans cette vidéo, les 2 légendes seront vues et ce sera à vous de faire attention sur vos cartes. Afin de savoir sur quel type de voie nous allons circuler durant notre escapade, il est utile de savoir les différencier sur le papier. Voyons-les ensemble. Les routes, comme vous le savez, ce sont des voies de circulation goudronnées où peuvent circuler des véhicules. Elles sont représentées par 2 traits parallèles avec un remplissage de couleurs suivant leur importance. Les pistes, elles, ne sont pas bitumées mais disposent généralement d'un revêtement en pierre ou en terre de bonne qualité permettant le passage de véhicules. Elles sont représentées par 2 traits parallèles, un en pointillé, l'autre en continu, ou alors, sur les nouvelles générations, par 2 lignes en pointillé avec un remplissage jaune. Un chemin reste une voie dont la largeur permet encore le passage d'un véhicule à 4 roues. Cependant, la nature du sol reste aléatoire, sable, terre, herbe ou roche. Il est représenté par 2 traits parallèles en pointillé, ou alors un seul trait plein sur les cartes de nouvelle génération. Un sentier, lui, est de faible largeur, permettant l'accès uniquement aux piétons et aux vélos, souvent en colonne. Il est représenté par un seul trait en pointillé. Sur cette photo, nous pouvons observer à peu près toutes les différentes voies de circulation que l'on peut trouver sur une carte. Attention! Sur certaines cartes, on peut trouver des traits noirs représentant tout autre chose qu'un chemin, comme une limite de commune. Elles sont représentées en petits points noirs sur les nouvelles générations. Il peut aussi représenter un détail linéaire non identifié, comme un muret en pierre. Dans ce cas, le trait est beaucoup plus fin. On voit parfois des traits continus verts qui, eux, représentent une haie d'arbres. Une autre remarque, n'oubliez pas que le temps passe entre la création de la carte et le moment où vous la tenez entre les mains. Et les choses bougent et évoluent. Il se peut qu'un chemin ou une piste disparaisse dans la réalité, fermeture par le propriétaire ou tout simplement la nature qui reprend son droit. Comme d'autres peuvent apparaître ainsi que des routes. Il faut garder ces possibilités d'évolution en tête lorsqu'on évolue avec une carte à la main. Pour identifier la nature du terrain, il suffit d'observer les couleurs dominantes présentes sur la carte. Bien entendu, il faut faire abstraction des couleurs de remplissage des voies de circulation. Le noir. Le noir est la couleur la plus utilisée en cartographie. Il sert, comme vu précédemment, à figurer les voies de circulation, mais aussi pour matérialiser les voies de chemin de fer, les lignes haute tension, les constructions humaines comme les édifices religieux, les bâtiments, maisons, ponts, etc. Il sert aussi pour l'enrichissement toponyme, les noms des lieux, et les informations divers, points côté d'altitude par exemple. Pour faire simple,
Disons que la couleur noire fait référence à tout ce qui relève de l'intervention humaine. Notez quand même que cette couleur sert aussi à représenter la présence de rochers ou d'éboulis. Le bleu est utilisé pour représenter tout élément lié à la présence d'eau, comme des cours d'eau, les plans d'eau et les glaciers. Un trait bleu en pointillé, lui, représente un cours d'eau temporaire. La représentation de marées, des zones humides à végétation spécifique, est aussi représentée en bleu. Le vert, en toute logique, représente les zones boisées. Attention tout de même, il n'y a aucune distinction entre les forêts facilement pénétrables et celles où la progression hors sentier est difficile. Rajoutons aussi que sur les top 25 nouvelle génération, il n'y a plus de distinction sur la carte entre les forêts de feuillus ou de conifères, ce qui peut parfois être problématique pour bien se repérer, notamment en forêt. Seules les zones de broussailles ou d'arbustes sont représentées par une couleur verte pâle avec un symbole spécifique. Les limites de parcs naturels régionaux ou nationaux sont représentées par un trait vert épais. Le blanc. Il ne signifie pas qu'il n'y a rien, bien au contraire. Il définit tous les autres terrains, comme les zones cultivées et les prairies. Autant dire que c'est une couleur très présente sur les cartes de certaines régions. Il est par contre impossible de prédire s'il s'agit d'une culture de maïs, d'un champ en jachère ou d'une prairie, par exemple. Le orange. Les lignes de couleur orange sont les courbes de niveau ainsi que des informations planimétriques, mais nous approfondirons tout ça plus tard. Enfin, le rouge. Personnellement, je ne vois pas ces informations en rouge, mais plus dans un ton de violet. Il ne se rapporte pas à la nature du terrain, mais à des informations touristiques. On le voit d'ailleurs uniquement sur les top 25 et les cartes à l'échelle 1/50 millième. Il s'agit d'informations complémentaires, comme les sites majeurs, les chemins de randonnée balisés, comme les GR, les hébergements, les infrastructures touristiques, etc. Quelques détails qui en disent long. Sur une carte, il y a aussi une foule de détails complémentaires qui peuvent vous permettre de vous repérer. Les sources, les dolmens, les rochers, les arbres isolés, etc. Ces détails sont la grande valeur ajoutée de la carte topographique. Voici les détails, du moins les plus importants, que vous devez impérativement retenir. Comme vous pouvez le constater, certains symboles sont différents en fonction d'une génération de cartes à l'autre. Nous n'allons pas revoir tous les symboles, seulement 2 ou 3. Ça vous laissera le temps de les lire et de commencer à les imprégner. Les points cotés donnent l'altitude exacte à l'endroit donné, très utile pour pouvoir se repérer avec un altimètre. Les bornes géodésiques sont des petites bornes, en général situées en haut d'un sommet, soit d'une montagne ou d'une colline, qui indiquent l'altitude précise du sommet. Les digues en terre ne concernent pas que des digues en terre. Elles peuvent concerner aussi de petits ravins ou de falaises d'une dizaine de mètres. Le sens des petits traits sur la carte donne le sens de la falaise dans la réalité. La représentation des rochers, comme indiqué, sont souvent plus utilisés dans les zones montagnes qu'ailleurs. Voici la fin de cette deuxième vidéo. Prenez le temps de la regarder quelques fois, de vous plonger dans vos cartes, de tout assimiler, ou du moins au maximum. Plus vous retiendrez d'éléments, plus il sera facile pour vous d'interpréter une carte et surtout pour comprendre la suite des vidéos. La prochaine vidéo sera consacrée à la lecture du relief sur une carte, ce qui vous demandera un peu de travail chez vous. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition.